Nous sommes jeudi 29 février 2024, un jour exceptionnel qui n'arrive que tous les 2 ans. Et c'est aussi et surtout l'heure du tribunal de l'actualité sur les antennes de vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Tweet TV. Bonjour à vous qui nous faites l'honneur de nous suivre et de nous écouter du lundi au vendredi. Et bienvenue à la 4e audience du tribunal de l'actualité. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour à vous, juge Geoffroy Vara. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette 4e audience, le tribunal de l'actualité auditionne le docteur Nonganeba Benjamin Zumba. Il est conseiller politique au sein du Mouvement Sens. Avec lui à cette audience, il sera question de la lecture du Mouvement Sens sur l'actualité nationale. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Monsieur le Président, bonjour juge Vara et merci d'avoir invité le Mouvement Sens. Et sur ce, je déclare ouverte cette 4e audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Geoffroy Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal de l'actualité? J'aurai 2 avant-propos. Le premier concerne notre stade du 4 août qui, on le sait, est en rénovation parce qu'il s'agit de mettre le stade aux normes, et depuis on a eu plusieurs visites et on continue toujours de jouer à l'extérieur parce qu'on n'a pas de stade aux normes, et ce qui en tout cas suscite véritablement qu'à gagner. Maintenant on apprend qu'il y a un Égyptien, Mohamed El Shawarbi, qui est à Ouagadougou depuis le lundi 26, un technicien qui, avec les entreprises qui sont évidemment dans le dur du travail concernant le 4 août, viendra donc pour regarder, valider les travaux. Et ce qu'on nous dit, c'est que l'expert va se pencher sur les plans des vestiaires en vue de les valider de concert avec les entreprises en charge des travaux, et que l'objectif c'est d'assurer et de s'assurer que les travaux de rénovation du stade sont bien livrés selon les normes internationales pour pouvoir organiser des compétitions et les matchs au niveau international. En tout cas, on espère que on allait chercher encore un oiseau rare pour qu'on puisse avoir en définitive un travail qui soit fait et bien fait, et qu'après on ne vienne pas nous parler d'investissement pour des résultats qui ne sont pas probants, et que peut-être qu'on rouvre ce stade-là, qu'on accueille des matchs et que ça ne dure pas, et qu'on voit qu'on a fait encore des erreurs. Donc c'est une énième initiative de la question de ce fameux stade-là, et on espère que cette fois-ci-là sera la bonne et que les choses vont se faire très vite. Il y avait des délais qui avaient été donnés pour que on revoit nos étalons jouer ici, et je pense que ça c'est des éléments qu'on attend et c'est très important. J'ai dit j'avais 2 avant-propos. Mon deuxième avant-propos, c'est souhaiter un joyeux anniversaire au patron de notre groupe, Achille Dabiré. Et je marque cela parce que c'est quelqu'un aussi qui est inspiré et qui, dans le domaine des médias, a montré la vision qu'il a et a impacté aussi, parce que nous sommes le premier groupe qui a à la fois une télé, une radio, et qui est venu sous l'aide de la TNT et qui était prête et archi prête pour offrir aux Burkinabés ce qu'ils voient depuis certaines années. Un programme bien alléchant, et il a l'amour de ce qui est bien fait, et c'est pour ça qu'on a les qualités d'image qu'on a, le son aussi. Donc c'est cet acharnement au travail là que je veux saluer à travers ce 29 février qui est son anniversaire. Et puis vous savez, les 29 février, c'est même pas 2, c'est 4 ans. 4 ans. Ça n'intervient que, si vous avez un anniversaire que vous ne pouvez célébrer que chaque 4 ans, donc quand ça arrive quand même, il faut marquer la hâte et puis le dire de façon très claire. Je sais qu'il suit nos programmes. Joyeux anniversaire boss, et c'était mon petit clin d'œil. Je sais que tout le personnel aussi se joue à ma voix, évidemment. Actualité nationale, quelle est la lecture du Mouvement Sens? Voici le thème retenu pour cette 4e et avant-dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Et bien sûr, avec à la barre du tribunal, le conseiller politique du Mouvement Sens, le docteur Benjamin Zumba. Avant d'aller au fond du sujet, juge Geoffroy Vara, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Alors docteur, comment se porte le Mouvement Sens? Alors, merci Monsieur le Président, merci à Juge Vara.
Merci aussi aux téléspectateurs et aux éditeurs de Watt FM et de Truc TV. Alors, comment se porte le mouvement Sens? Alors, j'allais dire que le mouvement Sens, tout comme les autres organisations, tout comme le peuple burkinabé, vit aussi des périodes assez difficiles, n'est-ce pas, avec la crise que nous connaissons, crise multidimensionnelle, d'abord sécuritaire multidimensionnelle aujourd'hui, que nous connaissons depuis ces 8 dernières années, qui fait que nous perdons régulièrement, malheureusement, des compatriotes, des frères et des sœurs, du fait du terrorisme. Donc tous les jours, nous pensons aussi à tous ces compatriotes-là qui malheureusement perdent la vie. Et nous pensons évidemment aussi à tous ceux-là qui subissent aussi, qui sont victimes en tout cas, qui sont atteintes par leur intégrité physique, mentale et autres du fait toujours du terrorisme. Et évidemment, le mouvement Sens aussi, tous les jours, régulièrement, a une pensée, une solidarité envers tous ceux et toutes celles, nos frères et sœurs, FDS, VDP, qui se battent tous les jours pour que nous puissions, n'est-ce pas, donc découvrir l'intégrité de notre territoire. Donc c'est déjà ce sentiment général que nous vivons, que nous connaissons, et que nous souhaitons en tout cas que très bientôt nous allons en tout cas finir avec ce défi-là et puis véritablement enclencher d'autres défis qui nous attendent pour le meilleur donc, de nos populations du Burkina et de l'Afrique. Alors, vous étiez face à la presse en début de semaine avec en toile de fond la situation de votre coordonnateur national. Quelles sont les dernières informations que vous avez le concernant? Alors, les dernières informations que nous avons concernant effectivement notre coordonnateur national, M. Guy Hervé Kam, qui depuis la nuit du 24 juin a été enlevé et séquestré, comme d'autres personnes aussi avant lui. Et je pense même après lui aussi, il y en a eu. Pour vous, le mot qui sied, c'est enlèvement, pas interpellation. C'est pas de l'interpellation, ça n'a rien à voir avec une interpellation, c'est un enlèvement et une séquestration. C'est arbitraire, c'est hors de tout cadre juridique. Alors, vous savez que l'interpellation ou encore l'arrestation classique normale, il faut que ça suive des procédures. Il faut que les procureurs ou encore pour son cas, ça aurait dû être le procureur général qui ordonne, n'est-ce pas? Ça aurait dû être des agents de la police judiciaire ou encore des officiers de la police judiciaire qui doivent le faire, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, puisque aux dernières nouvelles, c'est que nous avons cru entendre, de par justement donc l'information qui a été donnée le 25 par les avocats, le barreau, c'est qu'il serait détenu, séquestré, le terme exact, détenu justement donc à la Sûreté nationale. Et comme vous le savez tous, la Sûreté nationale, c'est pas un lieu de détention, c'est plutôt une structure donc qui normalement, en tout cas dans l'organigramme, dans la structure organisationnelle du Burkina Faso, fait plutôt de la collecte d'informations. C'est une structure de renseignement. Voilà, qui, en collaboration avec d'autres structures au niveau de la gendarmerie et avec l'ANR, collecte du renseignement. Et s'il s'avérait justement qu'ils ont des informations tendant à faire croire qu'un individu donc serait auteur d'un délit ou d'un crime, ils transmettent à qui des droits, qui notamment donc fait appel à la police judiciaire, donc pour éventuellement passer à une interpellation en bonne et due forme comme il se doit. Voilà. Donc ce n'est pas du tout une interpellation ni une arrestation. Voilà. Le juge Favara. Oui, c'est vrai que bon, ça c'est souvent le débat sémantique qui est fait, parce que pour certains, quand on dit enlèvement, c'est parce qu'on n'a pas l'identité des personnes qui sont, ou plutôt de la structure ou de l'entité qui est venue qui est venu le prendre. Mais depuis, parce qu'on a eu le mot de l'ordre des avocats qui disait avoir sillonné les institutions et après s'être rendu compte que avec des informations que M. Guy Hervé Kam était à la sûreté. Donc, ainsi, ça veut dire qu'on se retrouve dans un cas... bon, pour certains, ça devient un cas d'arrestation puisque on connaît l'identité de ceux qui sont venus opérer et on sait qu'il est aux mains de forces régulières. Donc, ça veut dire que sûrement, il y a des éléments qui le concernent. Donc, maintenant, il y a la question aussi du débat sur les procédures qui sont menées. Est-ce que vous avez pu, au-delà des débats sémantiques, c'est pas ça qui est important, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des avocats qui ont pu le voir, certains de vos membres ont pu le voir,
sa famille a pu avoir des contacts avec lui. Voilà des éléments que... D'accord, très bien. Alors merci une fois de plus. C'est vrai que comme vous l'avez dit, c'est un débat sémantique, mais c'est un débat qui tout de même a son sens. Alors même si peut-être il apparaît, en tout cas, que ceux qui le détiennent, ceux qui l'ont enlevé sont connus, seraient connus. Il n'y a rien qui est affirmé, n'est-ce pas? Donc personne ne l'a vu. Déjà, les termes en question, c'est des termes qui ont un sens, évidemment. Donc on les emploie tels quels. Et je pense que la justice burkinabé sait bien ce qu'on entend par enlèvement, par séquestration, et ainsi de suite. Si tous ces termes-là existent, interpellation, donc pour chaque fait, on doit le qualifier tel quel. Donc dans ce sens-là, et puis comme je le disais, au-delà de ça, oui, l'ordre des avocats a dit, mais ils ont même dit qu'ils ont entendu dire. Personne ne l'a vu jusqu'aujourd'hui. Voilà, au niveau de la sûreté. Et même si quelqu'un venait donc à le voir, ce n'est pas la sûreté qui doit l'arrêter. Donc ça reste une arrestation arbitraire qui équivaut à un enlèvement et une séquestration. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la structure qui est dédiée donc pour faire ça, même si c'est une force régulière, même si voilà. Donc ça c'est le premier élément. Donc comme je le disais effectivement, depuis le 24, au niveau des avocats, c'est la seule information qui ressort, c'est ce que nous avons. Donc jusqu'à là, de ce que nous savons en tout cas pour ce qui concerne l'ordre des avocats ou encore le collectif d'avocats qui s'est constitué pour le défendre, il y a aucune, ils n'ont pas pu le voir jusqu'à là. Ils n'en savent pas non plus outre mesure donc ce qui lui serait reproché ou quoi que ce soit. À notre niveau aussi en tant qu'organisation politique, nous avons effectivement dans un premier temps, étant donné que nous sommes dans un état de droit, n'est-ce pas, puisque nous sommes dans un état de droit, le président même, le chef de l'État le reconnaît puisqu'il a juré devant en novembre 2022. Donc nous sommes dans un état de droit en tout cas, et dans ce sens-là, nous dans un premier temps, dès les premiers jours, c'était évidemment donc laisser la marge de manœuvre a priori, n'est-ce pas, donc aux avocats de procéder donc à faire ce qu'ils ont à faire. Je parle de son conseil, je ne parle pas de l'ordre des avocats, de son conseil. C'est ce qui a été fait. Et à la suite de, nous aussi, nous avons procédé, n'est-ce pas, d'abord donc à essayer d'approcher les autorités que nous avons jugées compétentes sur la question. En l'occurrence, nous avons adressé des lettres au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, donc avec pour objectif essentiellement de savoir s'il avait des informations concernant la situation de notre coordonnateur national. Deuxième, on a aussi adressé 2 autres lettres au ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, dont relève plutôt la direction de la sécurité de l'État, là où il serait détenu d'après les avocats. Et nous avons aussi adressé également une lettre au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Là aussi, c'était déjà pour avoir plus d'informations, mais aussi pour pouvoir éventuellement le rencontrer, pour lui rendre visite, pour s'assurer de son état physique, mental, ainsi de suite. Et toutes ces démarches sont restées infructueuses. Alors, on n'a pas eu de réponse sur toutes les correspondances qu'on a pu adresser. À la suite de cela, nous avons aussi eu à constituer une délégation qui s'est rendue à la sûreté, à la direction de la sécurité nationale. Nous n'avons pas pu voir le directeur lui-même. C'est au niveau de son secrétariat particulier. Si vous y arrivez, il y a plusieurs secrétariats. Donc, nous sommes arrivés jusqu'au dernier. Donc, ce qui nous est revenu, il nous est revenu que déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils n'ont pas confirmé qu'il est là-bas, encore moins dire qu'il n'y est pas. Voilà. Par contre, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'eux, ils agissaient sur instruction et qu'ils n'ont pas reçu d'instruction pour nous dire quoi que ce soit. Voilà. Néanmoins, ils ont pris nos contacts et ils ont dit qu'ils vont nous rappeler si ils avaient d'autres instructions qui les amenaient à nous contacter. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, depuis lors, on est toujours sans nouvelles et sans aucune... Voilà. D'accord. Alors, à votre sortie médiatique en début de semaine, le sujet a été abordé. C'est vrai que ce sont des informations non officielles, mais sur la toile, beaucoup parlent d'une accusation de tentative de déstabilisation. Vous êtes le conseiller politique du parti. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là qui pensent que ce serait pour une tentative de déstabilisation? Alors,
qu'est-ce qu'on peut répondre donc à ces personnes-là? Alors déjà, ce qu'il faut noter d'une manière générale, au-delà du cas Medgui Hervé Kam, notre coordonnateur national, c'est qu'il faut noter que depuis un certain temps, donc on a un certain nombre de compatriotes qui, sur la toile, ayant peut-être des relations avec certaines autorités, se permettent d'affirmer ou du moins de laisser en tout cas apparaître des informations que nous qualifions en général plutôt d'intox. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui font ces accusations, je ne vois pas devant qui leur parole peut avoir un crédit. Parce qu'on on en a observé depuis plus d'un an. Donc ils font toujours ça. Il n'y a aucun crédit à accorder à ça. Donc je ne vois pas, en tout cas, nous pensons qu'une personne, en tout cas, a priori, pour nous, ce ne sont pas des personnes crédibles auprès de qui on doit croire quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose. Alors au-delà de ça, nous estimons, en tout cas pour ce que nous savons, pour ce que nous avons toujours fait, et pour ce à quoi nous croyons, les principes qui guident tout ce que nous faisons, et nous, en tant que mouvement, avec notre leader, notre coordonnateur national, ça n'a jamais été dans nos plans, dans nos façons de voir qu'il y ait une quelconque volonté de déstabiliser ou de faire un putsch quoi que ce soit. Ça n'a jamais été à notre niveau. Donc, si aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, personne ne peut nous convaincre qu'il puisse être concerné par ce type d'action. Au-delà de ça, si vous observez aussi, a priori, et si vous observez, ça fait plus d'un mois aujourd'hui qu'il est détenu illégalement. Alors, je pense que si ceux qui le détiennent, et si effectivement ces accusations étaient fondées, un mois aujourd'hui, on n'allait pas toujours être dans le flou, n'est-ce pas? Donc depuis longtemps, dès le début, ils auraient pu en tout cas faire le nécessaire pour pouvoir légaliser leur action. Et puis le détenu normalement, c'est justement si on est dans le flou et qu'on n'est pas en capacité d'aller dans les normes, c'est parce qu'on n'a rien pour faire dans les normes. Voilà. Donc voici entre autres éléments que nous pouvons dire par rapport donc à ces accusations-là, qui restent tout simplement donc des accusations pour nous en tout cas qui demeurent fallacieuses. Il n'y a rien qui puisse nous amener à croire à ça. Voilà. Mais peut-être qu'il y a d'autres raisons qu'on peut, on peut peut-être penser à d'autres raisons, mais ce n'est pas pour des raisons objectives, en tout cas liées. On pensait à d'autres raisons. Vous pensez à quelles raisons? Alors, autres raisons, on peut penser à des raisons politiques. Voilà, on peut penser à des raisons politiques parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre coordonnateur national fait partie des rares politiques, en tout cas qui, depuis l'arrivée du MPSR, le 1 comme le 2, demeure dans une posture, avec le mouvement Sens évidemment, dans une posture de non-soumission, dans une posture de construction. Qu'est-ce que vous appelez la non-soumission? Alors, j'ai dit de non-soumission parce qu'on a tendance aujourd'hui, avec en tout cas avec la transition, les autorités actuelles, on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie qu'on se soumette à ce qu'ils veulent simplement. Voilà. Pas forcément à ce que le Burkina veut. Nous, notre guide, c'est le Burkina, l'intérêt du Burkina. Pas avec quiconque. On n'a ni d'amour, ni de désamour avec quiconque. On ne le fait pas pour X ou Y. On le fait dans l'intérêt du Burkina. Voilà. Et je pense qu'il y a dont un de vos collègues a estimé qu'il était d'ailleurs conseiller du président, et qui, dans une vidéo, dans une des télévisions de la place, a même affirmé justement donc que aujourd'hui c'est la soumission ou pas. Si tu ne veux pas te soumettre, il faut sortir du Burkina. Vous dites un de nos collègues, il ne s'agit peut-être pas d'un collègue de True TV ou ATFM. Non, je parle des médias d'une manière générale. Je pense que c'est le courrier confidentiel, si je ne me trompe pas. La précision est importante. Voilà. Qui avait affirmé que M. Alouna Traoré serait conseiller du président, n'est-ce pas? Et Alouna Traoré, comme vous voulez que je précise, M. Alouna Traoré, dans une interview à Canal 3, je pense, a tenu des propos clairs par rapport à ça, donc qui confirme la tendance donc, qui est qu'on veut que tout le monde se soumette.
Voilà. Si tu ne veux pas te soumettre à la volonté du prince, ce n'est pas la volonté forcément du Burkina. La volonté du prince n'est pas forcément la volonté du Burkina. Donc, il faut donc nous, on n'est pas dans cette tendance. Ce que vous dites, les citoyens sont soumis à leurs autorités. Soumis à leurs autorités. Oui, l'autorité, oui, bien sûr, oui, a tout son sens oui, dans un État. Concrètement, parce que je pense aussi que on a vous parlez du mouvement Sens peut-être et puis des postures de Maître Guy Evekam. Le caractère critique, il y a beaucoup aussi qui l'ont, mais qui ne sont pas forcément arrêtés. Tout à fait. Alors ça, c'est un premier élément que j'ai fait observer. Voilà. Mais dans tous les cas, vous aurez aussi constaté qu'en dehors de lui, comme je l'ai dit, il y a d'autres personnes qui étaient plus ou moins critiques, qui ont été, en tout cas, voilà, qui sont illégalement, en tout cas, détenues. On peut parler du cas du docteur Ablassé Ouedraogo et d'autres personnes, n'est-ce pas? Récemment, Zinaba, Rasmane et bien d'autres personnes. Donc, voilà, ça c'est un premier élément. Au-delà de ça, c'est qu'il faut aussi noter, bon, ça c'est des raisons, c'est des éléments professionnels, mais qui peuvent aussi permettre de comprendre de notre point de vue. Alors, si vous constatez déjà les cas de réquisition arbitraire qui étaient entrevus, vous savez aussi que Maître Guy Evekam, en tant qu'avocat, était l'un des leaders, en tout cas des avocats, qui a défendu les dossiers des personnes réquisitionnées contre l'État et l'État a bien perdu, si vous vous rappelez bien. Au-delà de ça, je sais aussi que professionnellement parlant toujours, évidemment, il y a pas mal de personnes civiles et ou militaires enlevées ou arrêtées qui sont défendus par son cabinet. Voilà. Donc, qui ont sollicité son cabinet pour les défendre devant la loi, légalement. Donc, tout ça, ce sont des éléments donc, qui peuvent concourir aussi de notre point de vue. Mais dans ce cas de figure, bon, vous savez, le relationnel entre un avocat et celui qui défend, c'est d'abord pour ça qu'il l'appelle client. Même le criminel, il le défend. Maintenant, donc, c'est pas... Il ne faut pas y voir forcément une posture politique ou bien une posture quelconque. Absolument. Parce que c'est pas parce qu'on défend un criminel qu'on est d'accord avec sa façon de faire. C'est parce qu'on estime qu'il a le droit à une défense. Absolument. Mais quand je vous écoute, j'ai comme l'impression que vous me dites qu'il y avait plusieurs raisons pour qu'il soit arrêté. Donc, il s'y préparait à ça déjà, ou quand vous discutiez, il savait que ça allait arriver? Non, je ne dis pas qu'il y avait plusieurs raisons. Ce sont des éléments que nous essayons de mettre sur la table pour essayer de comprendre la situation. Et ces éléments ne peuvent justifier quoi que ce soit, de notre point de vue. Légalement, ça ne peut justifier quoi que ce soit. Mais ce sont des éléments, au regard du contexte dans lequel nous sommes, ce sont simplement des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre. C'est juste ça. Et si vous dites que est-ce qu'il était préparé à être arrêté? Non, je veux dire, vous discutiez, parce qu'il y en a qui disent, quand vous dites par exemple que c'est sûrement ces postures critiques et tout, il y en a qui vous dites par exemple, bon, moi j'ai sans dépression, j'ai eu des appels, j'ai ceci, j'ai cela, donc il y en a qui le disent, par exemple. Est-ce que c'était son cas, puisque vous étiez ensemble? C'est ce que je pose comme question. Oui. Alors, on peut dire que effectivement, il a eu des sortes d'intimidation, on pourrait qualifier ça ainsi, parce que depuis près d'un an de cela, par exemple, son domicile était régulièrement visité d'abord par des véhicules banalisés qui viennent tout le temps s'arrêter, ils posent des questions, ils tournent, ils s'arrêtent, souvent ils font comme des photos, ainsi de suite. C'était des véhicules banalisés, mais on s'est bien rendu compte que c'était en tout cas des militaires, voilà, même s'ils étaient toujours en civil. Et par la suite, c'était même des pick-up qui venaient. Ouais. Et au-delà de ça, il y a eu plusieurs... voilà. Il a été saisi en tout cas par des personnes qui lui ont demandé de quitter le pays. Parce que, voilà, ainsi de suite, voilà. Mais, et je pense même qu'on a même voulu le faire croire qu'on veut qu'il quitte le pays. Voilà. Mais ça, c'était notre position sur ça. C'est, voilà, on ne bouge pas. C'est notre pays. Ce qui peut arriver, arrivera. Mais personne ne va bouger. Parce que voilà, on veut, surtout qu'on n'a rien fait, donc il n'y a pas de raison de quitter le pays. Donc nous, on fait le combat à l'interne ici. Il y en a aussi, lorsqu'ils écoutent souvent l'argumentaire qui est donné, non, tel a été arrêté, on apprend que, quand on parle de sûreté de l'État en tout cas,
les uns et les autres comprennent. Hein. Je ne pense pas qu'un voleur de poulet se retrouve forcément là-bas. Quand on est là-bas, on se dit qu'il doit avoir des éléments liés aussi à la sûreté forcément de l'État. Donc, et ça, ce sont quelquefois les procédures en la matière sont pas les procédures. En la matière, les questions d'enquête et tout demandent aussi une certaine finesse. Et certains expliquent le fait que, quelquefois les gens ne sont pas comment dire ça, patients pour attendre de voir de quoi ils retournent. Aujourd'hui, on comprend, vous avez fait un point de presse, vous demandez sa libération immédiate. C'est bien cela. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir une oreille attentive si on est dans un contexte où ce qui est mis sur la table est plus fort que cela? Alors, nous, on n'est pas du tout opposé à une convocation régulière. D'accord. Voilà. Nous, on attend même que ça. S'il y a une convocation régulière, on attend que ça. Et je pense qu'il doit se défendre comme il se doit. Et ce que nous savons, nous ne pensons pas qu'il soit impliqué dans quoi que ce soit. Donc, nous sommes convaincus que si c'est régulière, il va répondre. Et voilà. Donc, par rapport à ça, nous, on ne se soucie pas. Voilà, si la procédure régulière, voilà. Maintenant, nous, c'est le fait que ça soit illégal, arbitraire, que nous sommes opposés à l'arbitraire. Voilà. Donc, s'ils ont des éléments, comme vous le dites, solides, qui lui permettent de faire, s'ils transmettent ça très régulièrement, dans tous les cas, il ne sera pas jugé là-bas. S'il doit être jugé, il ne sera pas jugé là-bas. Donc, pourquoi ils perdent leur temps à le garder là-bas inutilement? Qu'ils le transmettent à la justice, dans ce cas, très simplement. Voilà. D'accord. Alors, docteur Benjamin Zumba, on parle de la situation nationale, de la lecture du mouvement Sens. Et justement, quelle est l'analyse que vous faites en tant que conseiller politique par rapport à la situation nationale? Alors, la situation nationale, d'une manière générale, comme je le disais, nous sommes vraiment dans une situation de crise multidimensionnelle qui demande de part et d'autre des sacrifices de tous les Burkinabés. Une situation qui exige, en tout cas de notre point de vue, une dynamique unitaire, une volonté d'avoir davantage de la cohésion nationale pour pouvoir relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, et par rapport à ça, nous estimons justement que des actes, notamment arbitraires, tels que nous les voyons, ce ne sont pas des actes qui peuvent favoriser justement donc la cohésion sociale, l'unité nationale. Bien au contraire, c'est l'effet contraire donc qu'on pourrait avoir. Ce qui n'est pas de nature à nous amener de mieux en mieux vers justement donc les finalités qui sont poursuivies par la transition. Voilà. Donc ça c'est déjà donc la première lecture. L'autre lecture aussi justement c'est que justement toujours par rapport à la quête de l'unité et de la cohésion nationale, on est souvent dans une situation d'incompréhension qu'au lieu de focaliser, de rester focus sur les objectifs de la transition, qu'au lieu de rester focus justement donc à mobiliser tout le monde dans ce sens-là, on a l'impression qu'on se perd avec des actions qui ne rentrent pas forcément dans ce cadre-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on a peu de ressources à la fois intellectuelles et autres. Donc on n'a pas du temps à perdre à faire de ces choses-là. Voilà. Par exemple, quand vous prenez, si on avait convoqué M. Kam simplement à la justice, certainement il allait aller répondre. Est-ce qu'on avait besoin peut-être de prendre des agents de la sûreté qui, au lieu de faire du renseignement au niveau des terroristes et autres, vont être mobilisés pour tourner autour de M. Kam qui, en tout cas de notre point de vue, probablement n'a rien fait. Et même s'il avait fait comme on l'a dit, qu'il soit convoqué par la justice simplement. Est-ce qu'on avait besoin de perdre cette énergie-là, ces ressources humaines, donc pour faire des actes qui n'ont pas forcément lieu d'être? Voilà. Donc c'est ça la lecture. Donc qu'on soit focus sur les objectifs de la transition pour élever les défis du moment, pour pouvoir aller véritablement vers d'autres défis qui nous attendent. Comment est-ce que le mouvement Sens arrive à s'en sortir dans aussi le contexte que l'on connaît, un contexte marqué par la suspension des activités des partis politiques? Comment le mouvement Sens arrive à s'en sortir? Disons que le contexte comme nous... Je parle du contexte précis de la suspension des activités des partis politiques. Oui, alors ce contexte nous essayons de le comprendre.
nous essayons de faire les choses de sorte à ne pas porter plus ou moins préjudice, en tout cas, aux actions qui visent notamment l'intérêt national, à ne pas porter préjudice aux actions qui visent à permettre à la transition d'atteindre ses objectifs. C'est notre transition, ce n'est pas la transition de quelqu'un, c'est la transition du Burkina Faso. Donc c'est notre transition, c'est aussi la transition du mouvement Sens, c'est la transition de vous, M. Kaboré, et ainsi de suite. Donc c'est la transition de tout le monde. Donc on est tous déterminés, tous engagés, tel que nous le pouvons, à contribuer, n'est-ce pas, donc, à ce que, justement, donc, cette transition atteigne ses objectifs. C'est pour cela, comme on l'a noté, il y a plein d'actions qu'on fait qui ne sont pas forcément connues ou expliquées. Il y a plein d'actions qu'on fait. Par exemple, la dernière fois, on le notait à la conférence de presse, par exemple, lorsqu'il a fallu mobiliser, n'est-ce pas, par exemple, les populations pour qu'ils s'enrôlent, évidemment, les activités politiques étaient suspendues. Mais nous, on a fait, et les autorités, comme ils font du renseignement, comme ils savent faire du renseignement civil, souvent au détriment du renseignement terroriste, ils savent ce que nous avons fait à ce niveau-là. Mais pourquoi vous dites ça? Ils savent faire du renseignement civil au détriment du renseignement terroriste. J'ai dit souvent. Parce que ça, c'est une affirmation aussi qui est... Non, oui, je peux comprendre, mais je dis souvent, en prenant le cas, je viens de dire souvent, en prenant le cas, par exemple, je vous ai dit, par exemple, le cas Maître Guy Hervé Kam, pour nous, il n'y avait pas lieu. Quelles données vous avez pour dire qu'ils font plus de renseignement civil que celui terroriste? Non, je n'ai pas dit qu'ils font plus souvent. Non, je n'ai pas dit qu'ils font plus souvent. J'ai dit souvent. Même le souvent, ça veut dire que vous quand on dit souvent, c'est une question de statistiques et c'est la loi du nombre. Qu'est-ce que vous avez pour dire qu'ils font plus souvent du renseignement civil que de celui terroriste? C'est de ça que je parle. Non. Vous pouvez défendre vos opinions, mais bon. Oui, pour nous, par exemple, le cas dont j'ai évoqué, donc je prends par exemple le cas Maître Guy Hervé Kam, qui est un cas parmi certainement tant d'autres. C'est un cas où on n'avait pas besoin forcément de mobiliser par exemple des agents de renseignement donc sur lui. Parce que c'est évident que si on détient des éléments, convoquez-les simplement. C'est évident qu'il va répondre. Voilà. Alors, beaucoup de citoyens estiment également que le contexte, celui de la suspension des activités des partis politiques, le contexte est utilisé par bon nombre de politiciens pour éviter les plateaux, pour ne plus donner leur lecture. Est-ce que c'est le même constat que vous faites en tant que conseiller politique? Pour l'ensemble des partis, de manière organisations politiques, oui. D'une manière générale. Bon, je ne sais pas si il faut l'affirmer, mais c'est vrai qu'on constate tout de même. Vous avez relevé en début d'émission que Maître Guy Hervé Kam faisait partie des rares acteurs à continuer. Justement, c'est là où j'en viens. Son opinion. Oui, c'est là où j'en viens. On peut constater que par rapport aux périodes précédentes, où les plateaux, on avait toujours très souvent les présidents des partis et autres qui étaient sur les plateaux, on voit que ce n'est plus le cas. Donc c'est un constat, c'est un constat. Voilà. Donc ça c'est un constat et donc on peut donc le dire oui. Oui. Le juge Géoffroy Vaha. Oui, quand je vous écoute sur la question des arrestations, on a souvent entendu des membres du mouvement se prononcer. Même, je pense que le cas de l'arrestation, on se rappelle du lieutenant-colonel Somda. Cela est ressorti dans l'un des écrits de Ilio Porika, qui est aussi avec vous, et qui, en tout cas, qui a un peu rappelé ce qu'était l'homme et qui ne comprend pas comment est-ce que, bon, on peut en arriver à une arrestation parce qu'il s'est dit que c'est quelqu'un qui à un moment donné a montré son caractère républicain. Mais on a l'impression, et c'est l'impression que beaucoup ont, ça je traduis ces impressions, que quand on dit sens, ils sont à rebrousse-poil par rapport aux autorités de la transition aujourd'hui et aux actes qui sont posés ou bien la vision, la façon de faire les choses. C'est tronqué. Alors, je pense que c'est probablement tronqué. En tout cas, de notre point de vue, c'est tronqué parce que, comme je l'ai dit au début, nous ne sommes pas opposés en tant que tel. Donc, nous ne sommes pas opposés à la transition. Parce que c'est notre transition, comme je l'ai dit. Donc, il n'y a pas lieu à être opposé, n'est-ce pas? Donc, je ne vois pas comment on va être opposé. Comme je le disais d'ailleurs, nous, on a posé des actes dans ce cadre-là qui déjà prouvent que, voilà,
J'ai rappelé le cas de l'enrôlement des VDP. On peut rappeler le cas, par exemple, de la contribution patriotique. Si on était opposé, par exemple, on n'allait pas le faire. Je peux, dernièrement, par exemple, le 31 décembre, une délégation du mouvement conduite par le coordonnateur national a rendu visite aux blessés, aux militaires blessés de guerre, notamment au camp Sangoulou-La-Misana, donc avec des dons que le mouvement a fait. Donc si on était opposé, on n'allait pas faire, bon, et puis plein d'autres choses. Certainement que voilà. Et on n'a pas besoin forcément de communiquer pour dire qu'on le fait, mais on le fait en toute responsabilité patriotique, en toute responsabilité, en toute autonomie stratégique du mouvement qu'on le fait simplement. Donc il y a pas, voilà, on n'est pas opposé à qui que ce soit, mais comme je l'ai dit, s'il y a des choses qui se passent et que nous estimons de notre point de vue qui peut être évidemment, voilà, qui peut être tronqué, qui peut être mal perçu, ça peut arriver, mais en tout cas de notre point de vue, nous affirmons selon notre point de vue. Si de notre point de vue, nous estimons que tel acte posé par la transition, les autorités ne sont pas conformes, en tout cas à ce que nous pensons être la meilleure des procédures ou des processus pour parvenir à atteindre les objectifs dans les meilleurs délais, nous allons donc les dénoncer. Donc pas forcément, en le disant, ce n'est pas parce qu'on est contre, bien au contraire, c'est parce qu'on souhaite qu'ils puissent corriger la trajectoire pour mieux parvenir donc à l'objectif donc qui est visé. C'est simplement ça. Alors, le chef de l'État a récemment rencontré la veille citoyenne, c'était au Palais des Sports de Ouaga 2000, et justement cette veille citoyenne a demandé une prolongation de la transition. Comment cela doit être mis en œuvre selon vous? Bon, je pense qu'en temps opportun, on pourra viser, parce que c'est pas, comme vous le savez, c'est pas la veille citoyenne qui a donné, on va dire, un mandat pour vous, la charte de la transition. De parler de prolonger une quelconque transition. Non, en temps opportun, on va viser. Je pense que c'est mieux qu'on. Voilà. Guy Hervé Kam avait répondu à cette question ici même sur ce plateau à votre chaise. Oui. Mais en temps opportun, on avisera. Justement, parlons de veille citoyenne, parce que voilà, c'est deux mots, hein, veille citoyenne. Ça, c'était un peu comme la mission que s'était fixée en son temps le ballet citoyen. Vous êtes le mouvement Sens. Je dis ça parce que Guy Hervé Kam aussi était du ballet. Il y a beaucoup qui ont voulu aussi s'assumer politiquement et sont partis vers le mouvement Sens, mais qui n'ont qui ont été les figures de cette veille citoyenne à une époque, pardon, d'une autre transition ou même avant cette transition-là. Votre regard sur cette veille citoyenne aujourd'hui? Alors, la veille citoyenne, elle est toujours bienvenue, hein. Il faut toujours la souhaiter, parce que normalement, elle est censée, à l'égard, donc, comme ce que nous faisons dans une certaine mesure, avec d'autres types, voilà, elle est censée aussi interpeller l'autorité. Donc pour qu'elle puisse, voilà, s'il y a des fautes ou des erreurs qui sont commises, pour qu'elle puisse peut-être se ressaisir. Donc je pense que c'est essentiellement ça, pour résumer. Donc dans ce sens, elle est toujours la bienvenue. Et on ne peut que souhaiter qu'il y ait de la veille citoyenne. Voilà. Maintenant, c'est comment cette veille est faite. Est-ce qu'elle est faite véritablement dans l'intérêt général, dans l'intérêt donc de la patrie, ou c'est plus pour des individus, pour voilà, des intérêts égoïstes? C'est là la question, simplement. C'est une veille qui concrètement dit qu'elle se positionne pour empêcher toute velléité de déstabilisation de la transition. C'est ça sa vocation. C'est ce qu'elle dit tout le temps. Oui, même nous sommes opposés. Même nous, en tant que mouvement politique, nous sommes opposés à toute déstabilisation de la transition, de notre transition. Ça, nous sommes opposés à ça. Donc ça, c'est pas uniquement ceux qui font la veille qui sont opposés à ça. Mais Guy Hervé Kam, même qui est arrêté aujourd'hui, illégalement, il est opposé à ça. Donc ça, c'est pas nouveau. Et nous tous, nous sommes opposés à ça. Voilà, parce que nous souhaitons véritablement que ça soit le dernier putsch qu'on ait connu au Burkina, pour que véritablement, donc, voilà, on s'engage dans un processus de changement qualitatif qui va amener le Burkina à se positionner à un autre niveau. Alors, je l'ai dit parce que comme vous disiez, bon, sur les motivations, est-ce que c'est pour l'intérêt de la nation? C'est pour ça que je rappelle ce qu'ils disent être leur vocation première. Oui, je comprends, mais ce n'est pas forcément parce qu'ils le disent. C'est comme peut-être que même nous. Donc vous doutez de cela? Moi, je doute de tout en réalité.
Voilà, je doute vraiment de tout. Un conseiller politique qui doute de tout. Oui, je doute de tout. Je doute de tout en réalité. Mais ouais, c'est ça. Nous allons évoluer dans les échanges avec vous. Ces sanctions avaient été dénoncées par plus d'un, qualifiées d'inhumaines. Finalement, les sanctions contre le pays frère du Niger ont été levées au cours d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au niveau du mouvement Sens, quelle a été votre appréciation par rapport à la levée de ces sanctions qui pesaient sur le Niger depuis 7 mois? Alors, disons... au niveau du mouvement Sens, évidemment, comme vous le savez peut-être, de fait, nous sommes opposés au putsch. Nous en sommes opposés parce qu'un putsch, comme vous le savez, c'est une minorité, quelques individus, qui de force prennent le pouvoir et qui s'imposent à tous les autres. N'est-ce pas? Donc, quand il y a eu le putsch au Niger, évidemment, dans le principe, nous sommes opposés. Mais ce n'est pas pour autant que nous étions pour qu'on ait les sanctions telles que celles qui ont été faites, décidées par la CEDEAO. Déjà, je pense qu'il y a un gros travail qui doit être fait par la CEDEAO pour trouver les canaux pour pouvoir sanctionner évidemment, s'il le faut, certaines autorités tout en protégeant les peuples. Là, c'est un véritable travail. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais c'est une nécessité. Voilà. Donc, nous étions opposés justement donc, aux sanctions donc, qui ont été infligées au peuple frère du Niger. D'autant plus qu'il y a certaines des sanctions qui vont au-delà de ce que la CEDEAO normalement pouvait faire. Voilà. Donc pour cela, oui, nous étions opposés et ça ne peut être qu'un ouf de soulagement. Et j'allais dire, voilà, c'est du droit à quelque part que les sanctions donc, sont levées donc, au profit du Niger. Le juge Fava. Il y a aussi des évolutions majeures par rapport à notre transition et certaines décisions qui engagent la nation entière. Il y a la création de l'AES, l'alliance dans laquelle nous sommes. Il y a la sortie de la CEDEAO. Ce sont des éléments majeurs. Mais on n'entend pas beaucoup les partis. C'est vrai qu'ils ont aussi la difficulté à pouvoir se rencontrer, encore même de toucher leur base. Mais sur ces moments qui sont assez forts de décision là, on n'a pas des fois des lectures, ne serait-ce qu'à travers des communiqués, comme on l'a par exemple sur certains éléments ponctuels, mais sur ces éléments de la vie de la nation qui sont pour moi assez majeurs, on n'entend pas assez. Est-ce que le mouvement Sens, dans ce sens-là, a donné un peu son point de vue, ou bien vous ne vous êtes pas encore vous ne vous êtes pas penché dessus? Alors, comme vous le soulevez, effectivement, ce sont des décisions majeures qui, de notre point de vue, normalement, en tout cas, ce qui aurait été souhaité véritablement, c'est que on consulte au mieux, n'est-ce pas, donc les populations, ne serait-ce que pour les informer, ne serait-ce que pour qu'ils sachent éventuellement les conséquences de ces décisions-là. Voilà. Et dans ce contexte aussi, comme vous le soulignez aussi, en tant qu'organisation politique, on n'a pas eu le temps, en tout cas, comme le contexte est difficile, d'en discuter avec nos bases pour véritablement donc voilà. Mais les échanges qui en ressortent, et il me semble en tout cas la coordination nationale du mouvement Sens, ce qui ressort, il me semble, c'est que effectivement ces décisions, ce sont des décisions très importantes qui vont certainement impacter le futur du Burkina. On souhaite que l'impact soit évidemment le plus positif possible. On souhaite qu'on puisse trouver les mécanismes nécessaires pour mitiger, n'est-ce pas, donc les conséquences négatives qui pourraient éventuellement survenir. Donc, bon, le souhait, c'est véritablement ça. Voilà. Après, est-ce qu'on estime que c'est bon ou pas? Bon, ça peut s'apprécier, mais dans tous les cas, nous pensons que parce que vous le savez, nous sommes un mouvement panafricain. Dans notre mouvement, c'est plus de 15 nationalités, 17 nationalités africaines qui font partie du mouvement.
donc au-delà des Burkinabés. Et voilà, on en discute. Mais donc, pour un mouvement panafricain, nous, on pense qu'il est toujours mieux d'améliorer davantage ce qui est déjà construit dans le sens du panafricanisme, n'est-ce pas? Donc, en l'occurrence, la CEDEAO, même si elle avait beaucoup des limites, elle a aussi des acquis sur lesquels on peut avancer. Nous aurions souhaité justement, par exemple, que peut-être l'AES, la création de l'AES, elle n'est pas mal en soi, mais qu'elle reste au sein de la CEDEAO pour faire le combat au sein de la CEDEAO, peut-être pour mieux accélérer même. Peut-être qu'à trois, une même voie, on aurait peut-être pu même accélérer davantage le processus de panafricanisation, entre guillemets, n'est-ce pas, donc de la CEDEAO. Donc, en soi, ce qui fait que quand on essaie d'analyser, on a peut-être du mal à voir c'est quoi l'intérêt de sortir de la CEDEAO. Voilà. Parce que tout ce qu'on va faire en étant hors de la CEDEAO, il me semble que pour la plupart, on pouvait le faire en restant aussi toujours dans la CEDEAO. À l'étape actuelle des choses, est-ce que vous pensez que c'est encore possible de faire machine arrière, que ce soit pour le Burkina, pour le Mali ou pour le Niger? De faire machine arrière? Je n'ai pas assez de données pour le dire, mais il me semble que s'il y a une volonté de faire machine arrière, ils peuvent, étant donné, je pense que vous avez vu les communiqués de la CEDEAO qui disaient que normalement ils ont encore 1 an et qu'on les attend toujours. L'un des pères fondateurs, je pense, a même milité pour cela, a pris la parole pour demander, n'est-ce pas, donc le retour des 3 pays. Donc je pense que s'il y a une volonté des autorités actuelles d'y répartir, je pense qu'ils peuvent le faire. Voilà. Il n'y a pas du mal à reconnaître éventuellement si peut-être on a eu une erreur d'appréciation ou autre. Donc je pense que c'est possible. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette 4e et avant-dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que nous recevions à la barre le docteur Nonganeba Benjamin Zumba. Il est conseiller politique au sein du mouvement Sens et avec lui, il a été question de la lecture du mouvement Sens sur la situation nationale. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci, Président Kabouré. Merci au juge et merci à tous les téléspectateurs auditeurs de Watt FM et de True TV. Merci à tous les Burkinabés. Remerciements donc réitérés à vous, juge Ofavaha, pour les angles de regard et d'analyse. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour la 5e et dernière convocation de la semaine.